Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce premier Endurance Talk ce soir. Donc dans le cadre, vous le savez, de notre groupe Facebook et de notre envie de faire partager notre passion de l'endurance. Pour nous accompagner ce soir, donc Laurent Mercier du site Endurance Info. Bonsoir Laurent, Salut Jeff, ça va? ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, merci d'être là en tout cas, nous accompagner. Bonsoir Alban. Salut, bonsoir à tous. Alors au programme ce soir, Bon, je suis Laurent. couleur Aquila, Ouais, d'accord? Je suis couleur Maillard Shank Racing, voilà, si vous voulez tout voilà. savoir. Un, un joli rose. Alban, voilà, vient en rose ce soir. On a du noir du côté du SRO et un petit peu de bleu du côté d'Alpine. Voilà, pour nous accompagner aux manettes, Willy. Bonsoir Willy. Bonsoir tout le monde. Alors Willy est aux manettes et il va aussi évidemment noter vos questions du chat qu'on posera à la fin du live, un petit live qui est prévu donc pour 1 heure à peu près. Au programme ce soir les amis, Alpine en LMDH. Hypercar, on va faire un petit bilan avec Alban et Laurent. Wake 2021, les deux finales à Bahreïn qui s'approchent. La finale à Portimao pour le LMS. L'IMSA avec la lutte en DPI pour le titre. Et puis on basculera sur une deuxième partie SRO évidemment avec la domination de WRT cette année en GT World Challenge Europe. On parlera aussi des marques engagées, des 7 marques engagées en GT World. Du nouveau en 2022, les équipes qui pourraient passer en GT3. Évidemment, on ne donnera pas d'informations, mais en tout cas, ce qu'on pourrait imaginer plutôt. La AM Cup qui devient la Gold Cup. On a hâte d'avoir les conseils avisés et l'avis de Laurent là-dessus. Et puis, on terminera rapidement par une petite page GT2 European Series. Voilà, un petit programme Quoi, de mais 10. Oui, oui, on va Laurent. se coucher à 3 heures du matin là avec tout ça là. Non, non, il y a Willy qui tient le chronomètre. Et puis Ah, voilà, on va être très sérieux. On va pas trop épiloguer, mais voilà, on voulait vraiment partager ces dix petits sujets. Voilà, Laurent. ok. Alban, je te passe la parole pour la partie ACO, si je puis Eh dire, oui, avec Alpine en LMDH en 2024. et, eh oui, Laurent qui était à la soirée Alpine, donc comme tu l'as très bien marqué, Alpine signe une LMDH en 2024, c'est pas trop une surprise. Mais par contre, Laurent, j'ai une question à te poser. Que vont-ils faire en 2022 et en 2023? Est-ce qu'ils vont Ah, continuer avec, comme ils l'appellent, la même ère? Ils vont demander une extension d'homologation jusqu'en 2023, parce qu'après en 2023, la LMDH va rouler, ou ils font une saison blanche en 2023. euh, je peux pas te répondre officiellement parce que je suis pas dans l'état-major d'Alpine et je suis pas à l'état-major de la CO. Je peux te donner mon opinion personnelle à moi. Je pense que 2022, ça passera par la même chose que cette année, avec la même voiture, même si pour ça, il faut une dérogation. Et ça, la dérogation, elle peut être accordée que par la FIA et la CO. Donc, je pense qu'il y aura une dérogation parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire autre chose. 2023, tout est sur la table. Je pense pas que ce soit la même chose que la voiture de cette année. Je pense que si elle fait encore une saison, ce sera 2022. Et 2023, écoute, pour en avoir discuté assez longuement avec Laurent Rossi, le directeur général d'Alpine, toutes les portes sont ouvertes. Ça peut passer par un retour éventuel en LMP2 pour une année. Ça peut passer, pourquoi pas, par un garage 56 aussi, avec quelque chose de nouveau. Mais ce qui est clair, c'est que du côté de chez Alpine, on ne veut pas casser la dynamique une année, sachant en plus que ce sera l'année du centenaire et la volonté est clairement de poursuivre et d'être là en 2023. Bon, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. On va les voir avec le partenariat Oreca, Pour quelle année tu non? parles? Où ils vont prendre pour 2020, à partir de 2023, pour la LMDH, ils vont partir sur de l'Oreca, je pense. Oui, ah oui, c'est pas, je pense, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Donc, oui, Olivier, quand on avait fait Anthony Méjean, allez, en off, il nous a dit ça peut peut-être passer par nous, mais qu'il y a des chances qu'on se dirige Ouais, sur Oreca, quoi. ça passera par Oreca, et ça a été annoncé, officialisé, et Hugues de Chaunac qui était présent d'ailleurs à la soirée la semaine dernière à Paris. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus sur cette annonce, Laurent, à part où le point d'interrogation de 2023? Est-ce qu'ils auront déjà opté pour une motorisation ou c'est encore un peu trop tôt dans le Ce qui programme? est, alors déjà, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une bonne nouvelle. Mm. Déjà, Ah, c'est ça, une, très, ça, c'est c'est sûr. une, c'est une très bonne nouvelle pour l'endurance qu'Alpine vienne dans la MDH. Je
vais juste faire un petit aparté. Ça calmera tous les dizaines de personnes qui, depuis des années, m'ont envoyé des messages comme quoi c'était n'importe quoi, qu'Alpine, c'était juste du marketing. Eh ben, la réponse est non. Il y aura un prototype Alpine. Maintenant, non, c'est une bonne nouvelle. Le moteur, en plus, sera développé à Viry-Châtillon par Alpine. Il y aura une vraie synergie entre la Formule 1 et l'endurance. Je pense notamment à tout ce qui est technique et tout ce qui est groupe motopropulseur. Enfin, une partie parce que c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont figées en LMDH, mais il y a une vraie synergie avec la Formule 1. Et c'est un programme de 4 ans. Donc, quelque part, on peut les passer directement d'outsider au vainqueur potentiel. On peut dire ça. Si on a plus de Renault F1 derrière. Ouais, mais comme les 10 autres constructeurs qui seront en place. Exact. Oui, il y a aussi ça. Il ne faut pas qu'on oublie Peugeot, le problème, il est là. Et le problème, il est qu'il n'y a pas que Alpine. Cette année, tu avais Alpine, Toyota, Glickenhaus. L'année prochaine, je pense qu'il y aura Toyota, Alpine, Glickenhaus avec un point d'interrogation sur Peugeot. 2023, ça va commencer à piquer un peu plus en termes de compétitivité. Et 2024, avec l'arrivée d'Alpine, il y aura au moins un autre constructeur qui sera en LMDH en 2024, un voire deux, minimum. Donc ça s'annonce encore, évidemment, plus relevé que jamais. Ah tiens, Laurent, tu as bien fait, là, t'anticipes. On a Acura validé, Alpine validé, Cadillac validé, Ferrari validé, Glickenhaus validé, Peugeot validé, Porsche validé, Toyota validé. Est-ce que on va avoir d'autres concurrents qui vont se greffer à cette liste? On peut rajouter Bicoles ou pas sur ce qui arrive? Bicoles, si tu t'en tiens à ce qu'ils ont annoncé, on va dire que oui. Maintenant, je n'ai toujours pas compris tellement quel était le business model du programme. Je ne sais pas. Bicoles, c'est un peu une fois c'est oui, une fois c'est non, une fois c'est on va venir, une fois c'est peut-être. Donc ça en prend le chemin et on verra. Mais il y en aura de toute façon, je te dis au moins, peut-être pas pour 2023, mais 2024, au moins 2 autres minimum. Je me permets, Alban, j'ai lu quelque part que Mercedes ne fermait pas la porte. Je sais plus où, les amis, excusez-moi, mais c'est le cas, Laurent, si tu as des infos là-dessus. Non, mais c'est. Non, mais c'est pas sûr. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai annoncé. Enfin, pas annoncé, mais je me souviens plus. C'est pour ça que je préfère pas citer la source si elle est pas bonne, mais tant mieux si c'est toi, évidemment. Non, mais parce qu'il y a quelque temps, j'avais dit sur Twitter, enfin, ça c'est plus sur mon compte perso, mais que Mercedes n'était plus dans le coup, ce qui a été vrai à un moment, et c'est plus forcément vrai maintenant. Le seul problème de Mercedes, c'est qu'il y a Le Mans à faire oublier avec pas mal de problèmes dans le passé dont tout le monde se souvient. Maintenant, avec la compétition client, avec la possibilité de vendre des voitures comme le font les autres constructeurs, je pense que Mercedes regarde forcément ce qui peut être mis en place. Ça fait partie des constructeurs pressants. Est-ce que l'arrivée là, de cette catégorie hypercar, elle peut encore générer autant d'enthousiasme et ouvrir des portes sur le marché pour d'autres constructeurs, sur le marché automobile? Si des constructeurs viennent pour faire le Mans, le WEC, ça va jouer sur les 4 continents. Est-ce que tu penses qu'il y a des grandes marques qui peuvent être susceptibles d'arriver? Alors, je pense qu'il y a des grandes marques qui peuvent être susceptibles d'arriver. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se tromper de wagon. Le wagon, c'est 2023-2024. Après 2024, quand toutes les équipes auront pris l'acquisition d'un châssis, il y a peu de chances que ces équipes risquent de changer de châssis en cours de route. Maintenant, tu peux toujours avoir de nouvelles équipes qui viennent se greffer et qui, eux, optent pour un autre châssis d'un autre constructeur. Maintenant, si tu en as déjà 10, on va dire, allez, on peut monter à 13-14, 13-14 constructeurs. Si tu veux, quand tu vas rajouter les LMP2 et que tu vas rajouter les GT, je ne sais pas trop comment on va faire. Et ça c'est un vrai débat. Tout à fait. C'est un problème. Oui, donc... c'est un bon problème, on va dire. Enfin,
Tu vois, c'est un bon problème. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez, mais il va falloir après faire une sélection. Et d'ailleurs, je pense que pour la première fois réellement, dès l'année prochaine, il va y avoir le comité de sélection au WEC va être obligé de trancher pour mettre des équipes un peu sur la touche ou les remettre sur le LMS parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Je peux poser une question Laurent, c'est pas une question. Excuse-moi, Alban, juste très vite, parce que c'est le sujet, je veux pas la poser à la fin, excuse-moi. J'ai dans le chat Bugatti, on m'écrit, pardonnez-moi, je sais plus qui a écrit, ça s'efface en même temps. Bugatti, Bentley, ce sont des choses voilà, qu'on lit aussi à droite à gauche, et dans notre chat aussi. Voilà, c'est sur les tablettes aussi également. Alors je pense plus à Bentley que Bugatti, mais voilà, c'est peut-être susceptible de le faire aussi pour ces marques-là. Plus Bentley. Après, Bentley, historiquement déjà. Oui, mais Bentley se dirige vers une gamme full électrique. Là, on parle quand même au LMDH d'hybride. On parle pas de full électrique. Ouais, c'est vrai. Maintenant, vu que tu as déjà Audi, Porsche minimum du groupe VAG en LMDH, bon, c'est un secret pour personne qu'il va y en avoir un troisième incessamment sous peu. Peut-être que Bentley peut faire le quatrième. Là, avec toutes ces voitures-là, il n'y a pas besoin de refaire un développement de A à Z. Le châssis sera identique, tu changes le moteur, la carrosserie, évidemment, il y a quand même quelques changements à faire. Mais Bentley, ça fait partie des possibilités. Bugatti, pourquoi pas. Je suis un peu plus sceptique, mais why not? Il y avait Lamborghini qui était sur les tablettes. Oui, Hyundai, j'avais entendu parler de Hyundai. Lamborghini, ça fait partie des constructeurs qui sont, je pense, qui sont proches d'appuyer sur le bouton vert. Il y a Mazda, par contre, qui veulent pas. Ça peut peut-être changer. Ça peut peut-être changer. Je dis pas que ça va changer, hein, mais ça fait peut-être partie. Ouais. Vu qu'on a toute cette palanquée de constructeurs qui vont arriver en 2024 tambour battant, et j'ai une question, on va dire à titre personnel, mais aussi je parle au nom du groupe, est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? Est-ce que ça va être pas juste un feu de paille? Je vais être franc avec toi. Pour l'instant, je suis bien incapable de te répondre. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de la période Covid. Donc, je sais pas trop, mais oui, c'est pas forcément pour un feu de paille. Je veux dire, si tous ces constructeurs-là s'engagent, c'est pas pour un one shot pour 1 an ou 2 ans. Le seul constructeur à la limite qui pourrait se permettre de faire ça, c'est Glickenhaus, parce que lui, c'est son argent. Et il y a un business model derrière. Maintenant, s'il ne trouve pas le business model ou qu'il ne trouve pas son compte, peut-être qu'il a déjà d'autres projets en tête avec le Dakar, avec des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène, avec une voiture pour Pikes Peak. Enfin, il y a plein de projets. Donc peut-être que ça n'ira pas non plus au bout des 5 ans d'homologation. Mais oui, et puis tu as aussi pas mal de constructeurs qui seront là en LMDH ou LMH, donc en hypercar, hein, pour faire court, que ça regroupe les deux, LMH et LMDH. Et qui prévoit la réglementation suivante avec, pourquoi pas, l'hydrogène. Il y a ça aussi, tu vois, les constructeurs sont là pour une durée quand même qui est assez importante. Alpine parle d'une durée de 5 à 10 ans. Alors après, les choses peuvent évoluer, mais il y a la volonté d'aller plus loin en fonction des décisions réglementaires qui seront prises. Bien sûr, puis après, on est toujours la passerelle aussi outre-Atlantique avec l'IMSA. Oui, tout à fait. Exactement. Après, tu peux voir, ça, j'en sais pas si ça se fera, mais tu peux voir pourquoi pas une Nissan aux États-Unis plus qu'une Alpine. Et après, tu peux très bien voir pourquoi pas une Alpine aussi aux États-Unis. Je veux dire, si une équipe américaine veut acheter une Alpine LMDH pour la faire rouler aux États-Unis, ce sera tout à fait possible. Il reste une question en suspens, pour moi, une seule. C'est arriver à faire fonctionner la balance de performance entre des hypercars, des LMDH, des hybrides, des non-hybrides, des 2 roues motrices, des 4 roues motrices. Là. Et la célèbre BOP IMSA versus ACO, où là, on a quand même un petit delta, quoi. Le problème, c'est que dès que tu t'engages dès que tu fais des catégories et des constructeurs, il y a forcément un jeu politique qui rentre en jeu. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe en DTM pour le comprendre. Donc là, quand tu as 2 constructeurs ou 3, comme c'était le cas en GTE Pro, bon, tu peux peut-être arriver à gérer. Quand on a 10 ou 15, avec des technologies différentes,
Parce que là, on parle de LMDH, mais il n'y a pas que de LMDH, il y a aussi le LMH. Donc, à mon avis, pas simple. Pas simple. Mais quand on voit l'engouement des équipes qui sont en LMP2 ou qui sont en monoplace ou qui sont ailleurs et qui veulent intégrer cette plateforme Hypercar, tu te dis que ce qui a été fait, la décision qui a été prise d'aller dans cette voie est bonne. Et on ne peut pas dire le contraire, de toute façon. Hein. C'est forcément une bonne idée. Il y a Étienne qui dit il faut appeler les magiciens du SRO pour les aider à calculer cette BUP. Ouais, alors, je n'irai pas jusque-là. Il met des guillemets, bien sûr, hein, notre cher Étienne. Après, la BOP, est-ce qu'elle est. Il y a aussi des ratés avec SRO, comme il y a des ratés avec toutes les BOP. Hein. Il y a des ratés en IMSA, il y a des ratés en DTM, il y a des ratés partout. Oui. Tu peux pas contenter tout le monde il n'y a pas que des BOP parfaites partout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Bah, écoute, Laurent, on a parlé sur le futur. Maintenant, on va revenir sur un futur beaucoup plus proche, la finale WEC. On le sait qu'on aura deux finales sur Bahreïn consécutifs. Donc, du coup, on va dire le plus trépidant pour nous, ça va être la bagarre en GTE. Parce que pour une hypercar, ça va être Toyota. On le sait, Philippe Leno, c'est forfait. Donc, on va avoir la bagarre Toyota entre la 7 et la 8. Le LMP2, c'est déjà Alban, oublie pas l'Alpine quand même. Alpine, oui, tout à fait. J'aimerais bien qu'il nous fasse quand même une victoire, si possible. Une victoire, si possible. Ce serait pas mal. Ça pourrait mettre un petit peu de suspense. Parce que bon, ben là, on voit, c'est un peu relancé, mais au final, on aura déjà notre gagnant. Mais la bataille pour moi qui va être la plus importante à suivre, ça va être en GTE. On a une bagarre Porsche-Ferrari qui va connaître son dénouement sur les deux courses. Bah ouais, moi je vois aussi d'un bon oeil la bagarre en LMP2 aussi. Hein. En LMP2, il y a aussi du niveau. Il y a aussi, moi, tu vois, voir United contre WRT Jota. On est plutôt pas mal. Là. Avec peut-être, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, enfin, là où on a la bataille la plus ouverte, pour moi, c'est en GTE, en pro. Là, tu vas voir les Ferrari qui sont en forme et Porsche qui ne veut pas laisser passer le coche de reperdre encore une course, quoi. Ouais, puis je pense que même le GTE-AM est intéressant. Hein. Faut pas oublier le GTE-AM aussi. Faut pas oublier le GTE-AM aussi. On sait qu'il y a deux courses. Alors, évidemment, les deux courses ont un format différent. Parce qu'il y a une qui fait 6 heures, une qui fait 8 heures. Mais bon, on va voir. Le circuit de Bahreïn est un circuit qui est assez atypique avec l'éclairage tout autour où on peut rouler de nuit et tout. Bon, faudra assurer le coup, mais c'est sûr que ça reste assez ouvert quand même. Malheureusement, il n'y a pas de Glickenhaus. Oui. Ouais, parce que du coup, on a vu que Porsche avait avait rappelé le line-up des 24 heures du Mans pour ces deux courses, avec l'apparition de Fred Mako et de Michael Christensen. Donc là, on rappelle pas des seconds couteaux, là, on appelle vraiment je les appelle les tueurs, les deux, parce que ils sont capables de faire la différence sur ces longs relais. Je pense que le Porsche a encore un petit peu du mal à cicatriser des 24 heures du Mans, et là, c'est là que va être la bataille. Ouais. Bon, c'est un peu dommage de leur faire que la course de 8 heures, de les faire déplacer que pour une course, mais bon. Ouais. Et en rame, tu verrais qui, toi? Ce serait encore une petite bagarre AF-Corse avec François Perraudot? Il peut faire Besri Petita? Mon côté cœur et mon côté amitié va à la 83, mais écoute, faut se méfier des Aston Martin aussi toujours. Hein. Surtout avec Dylan Pereira, là, ils sont en forme là. Ouais, donc faut faire attention, mais ouais, la 80, je pense, pourquoi pas la 83.
Ouais. Et allez, on descend d'un petit cran, Laurent. On a aussi le LMS qui va arriver après, entre les deux manches d'IMSA, pardon, de Wake. Bon, on le sait que WRT est déjà titré. Il reste le titre en Pro-Am, qui peut être intéressant. Ça reste une belle bagarre. Mhm. On a Cool Racing qui est avec Nicolas Pierre et Charles Milesi et qui peuvent aller chercher le titre face à la G-Drive. Mhm. Bah, le LMS est fidèle à sa tradition avec un championnat qui est toujours aussi disputé. Alors évidemment, on peut regretter, enfin, il y en a beaucoup qui regrettent qu'en LMP2, ce soit du monotype, qu'on ait codé Eureka 07. Maintenant, bon, ça permet que tout le monde parte à armes égales, alors, sauf ceux qui sont en programme quand même, mais c'est-à-dire avec même châssis, même pneumatique, même moteur, et on voit le travail des pilotes et de l'équipe. Et on peut pas dire oui, mais c'est le châssis. Là, c'est le châssis pour tout le monde. Donc voilà. Non, je pense que le LMS est surtout pas un championnat de catégorie 2 par rapport à, tu vois, ou derrière le WEC en termes de niveau, il y a vraiment des bonnes équipes. LMP2, même ailleurs, même en GT, mais LMP2 en ELMS. Et c'est aussi la porte d'entrée avec le LMP3 pour après essayer de voir un petit peu plus haut. Donc non, je pense que ça va être pas mal. Oui, parce qu'on a quand même un beau plateau LMS qui se upgrade pardon, de temps en temps en WEC. Hein. On le voit avec le Panis Racing. On a aussi Duquesne, donc quelque part, hein, oui, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, le LMS, Ouais, c'est mais pas eux, un petit championnat. mais eux, ils font que Le Mans, hein. Hein, Panis, il a fait les 6 heures de Monza aussi, il me semble. Non, c'est Racing Team Nederland qui a fait les 6 heures de Monza. Ah oui, avec Paul Louchatin, il me semble. Donc, Ils ont gagné leur catégorie. mais par contre, ce qui est vrai, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, où il y aura forcément un comité de sélection pour le WEC l'année prochaine, c'est que vu le calendrier comme il est fait en termes de calendrier, où c'est quand même entre guillemets un peu plus européanisé, même s'il y a Sebring, le delta financier entre une saison WEC et une saison ELMS est forcément moins important que ça l'était par le passé. Parce qu'une saison WEC dans le championnat, on va dire dans le monde d'avant Covid, il fallait quand même compter. Alors je parle pas de LMP1, mais je parle en LMP2, il fallait quand même compter 3 bons millions d'euros, voire 3,5. Et là, maintenant, c'est forcément un peu plus abordable. Et le gros avantage, c'est que si tu t'inscris en WEC, tu es sûr d'être au Mans et tu as l'invitation sans passer par le comité de sélection et sans attendre trop longtemps. Donc, tu peux vendre le programme à tes clients, tu peux vendre le programme à des pilotes. Si tu dis je fais le LMS, ok, très bien, tu fais le LMS, mais il n'y a rien qui te garantit de pouvoir aller au 24 heures du Mans. Donc, tu es obligé d'attendre le mois de mars quand la liste est dévoilée pour savoir si tu y vas. Et le problème, c'est que tu as des équipes tu as des pilotes qui veulent signer que si elles sont sûres d'aller au Mans. Et pour l'instant, la seule carotte qui te permet d'y aller, c'est bon, soit tu as une invitation, donc ça, le problème est réglé, ou alors tu fais le WEC. Exact. Après, tu peux Ou faire alors, l'Asian. alors Tu c'est fais ce que j'allais dire, l'Asian. ou alors tu as un plan C, tu fais l'Asian cet hiver, tu essaies de gagner ton ticket pour aller au Mans, et comme plus tu as de voitures en Asian Le Mans Series, plus tu as de tickets pour aller au Mans. On l'a vu en GT cette année avec 4 invitations. Je pense, vu les premiers retours que j'ai, que la saison Asian Le Mans Series s'annonce vraiment très belle en termes de quantité, de qualité et de diversité. Donc, comme quoi le travail fait par la CO et par toute l'équipe qui était avec Cyril Tachevalen, qui maintenant ne fait plus partie de l'Asian, mais qui a développé aussi l'Asian. Et le système qui est mis en place, qui a été mis en place cette année et qui sera mis en place encore l'année prochaine avec 2 courses à Dubaï, 2 courses à Abu Dhabi, le tout sur 2 week-ends, c'est juste parfait pour tout le monde, y compris moi. Non, mais c'est Oui, facile. d'ailleurs, Cyril Tech, je crois qu'il Hein, Cyril Tech, d'ailleurs, je crois qu'il va officier en IMSA maintenant. je sais pas. Et si, il me semble qu'il va faire partie de l'aventure IMSA. Il va faire partie de l'aventure IMSA.
Donc voilà, ouais, donc c'est sûr que pour le LMS, on est quand même sur du spectacle européen, donc on peut aller les voir, c'est assez abordable, donc ça reste quand même une bonne petite formule. Puis on a aussi sa petite sœur, on a la Michelin Le Mans Cup aussi, Alors, la Michelin, qui est dans ouais, le même alors, thème. entre guillemets, le bémol de la Michelin Le Mans Cup, c'est le plateau GT. Tu vois, là, à Portimao, il y en a 3. Il y a beaucoup Et c'est d'élèves du P3. GT3. Hein? Et c'est du C'est GT3. du Et c'est du GT3. Alors maintenant, je suis à peu près prêt à prendre les paris qu'à partir de l'année prochaine, il y en aura plus. Déjà parce que le GT3 arrive au Mans en 2024. Et si tu vas aller au Mans en 2024, c'est plutôt pas mal, si tu veux, à moins que tu aies une invitation, mais pas mal de faire tes preuves dans un championnat labellisé ACO. Donc si tu as une invitation, déjà, c'est que tu as fait un championnat ACO. Donc je pense qu'il y a, enfin moi je connais plusieurs équipes qui risquent de faire la Michelin Le Mans Cup pour espérer après aller au Mans en 2024 ou 2025, peu importe, mais pour essayer de bien se familiariser avec les protocoles ACO, la direction de course ACO, les pneumatiques Michelin, pour après espérer aller au Mans. Ouais. Après, Laurent, moi je vais conclure sur ma partie pour vous laisser la main sur le GT à Jeff. On a quand même un championnat qui nous fait vibrer. On a l'IMSA en ce moment. Et Hmm. l'IMSA, on est quand même sur des batailles à trois actuellement, hein. On a le Wayne Taylor Racing, on a le Wilhelm Motorsport et on a de temps en temps le Meyer Schrank et Mazda et Chip Ganassi avec Magnussen qui viennent se mêler à cette bataille. Pour toi, qui c'est que tu vois gagner cette année en IMSA? Est-ce que le Wayne Taylor va faire aussi un bis repetita? Je suis pas sûr. Je pense que la Cadillac Wallen Racing Engineering est plutôt pas mal avec Felipe Nasser et Pipo Derani. Je pense que ça, ils sont revenus quand même pas mal dans le match. Maintenant, bon, après, ça va jouer, je pense, avec Wayne Taylor et je pense que Ganassi aussi peut avoir un rôle à jouer, peut servir d'arbitre avec Magnussen et Van der Zandt. Mais ouais, je pense que Mustang Sampling Racing, enfin Action Express, on va dire. Je pense que Action Express, Ouais. je mettrais bien un petit billet sur Action Express. Avec notre trio tricolore? Non, avec Derani Nasser. Ah, pardon, oui, Whelan, autant pour moi. J'étais resté sur Sampling. Mais il y a aussi un truc, moi, qui me frappe, parce que moi, j'aime bien Olivier Plat, et c'est un pilote que je suis. Ouais, désolé pour les petits problèmes de connexion, si vous nous entendez. Voilà, ça coupe de temps en temps. C'est la couleur du Vivement qu'on pull. retrouve. C'est la couleur du pull ou la couleur du pull. Mais ça risque d'être la couleur du pull. Voilà. Donc on a perdu Alban. Alors, je suppose que Alban, Ouais. je vais même traduire sa question On devine la question, ouais. quand il a parlé d'Olivier. C'est l'histoire que Olivier pourrait peut-être ne pas rouler à Petit Le Mans. Alors, je Oui, suppose que c'était ça la question. oui, c'est ça, c'est ça. Euh, je- on n'a pas retrouvé Alban, non? Vas-y, Bon. Laurent. Vas-y, Laurent. Non, mais Enchaîner, il va revenir. qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je pense que Meyer Shank n'a pas été exempt de tout problème au niveau stratégie depuis le début de saison. Ils sont passés à côté quand même de pas mal de trucs. Et bon, si Olivier ne roule pas à Petit Le Mans, je trouve que c'est un peu gonflé de lui faire porter le chapeau. Voilà. D'accord. Bon, après, il y a eu, ouais, ok, il a peut-être fait, ça a peut-être un peu déconné lors d'une course, mais à un moment, je veux dire, je pense que si on lui avait donné la voiture qu'il fallait, si l'équipe avait pris les bonnes décisions quand il fallait, on n'en serait pas là. Et pour moi, outre le côté amitié qu'il y a à Olivier, où là c'est totalement à part, pour moi ça fait partie des vraies références de l'endurance dans le monde. Bien sûr. Donc, plus Après, pour On toi, l'a un vu problème encore avec collectif. Glickenhaus, hein. ouais, Ouais. je suis revenu. Meyer Frank, ils ont un problème, c'est le muret des stands, hein, et ils ne sont pas capables de faire une stratégie correcte pour que leurs pilotes puissent s'exprimer, parce que à chaque fois, le dernier relais, c'est là que ça s'écroule, quoi. Je veux dire, tu mets Dan Cameron et Olivier dans la voiture et maintenant, bon, je pense qu'il faut pas.
pas forcément taper sur Michael Shank. Je pense que Michael Shank n'est pas quelqu'un d'adorable et je suis pas persuadé que ce soit lui qui dirige tout dans l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la loi des séries. Est-ce qu'on peut parler d'une loi des séries? Bah, écoute, ils ont fait des boulettes depuis le début de l'année. Voilà. Et les boulettes se rattrapent pas. Et je te dis, ce que je disais tout à l'heure, je trouve dommage que ça retombe sur Olivier. Attention, il a toujours secoué. J'ai entendu ce que tu disais. Pour l'instant, il conserve toujours son volant chez Gilkenos et on n'a pas encore vu l'officialisation de son remplaçant prévu à Petit Le Mans. Bah, le team n'a rien communiqué d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas communiqué qu'ils rouleraient pas non plus. Hein. Donc on a juste lu ça aussi. On a juste lu ça dans la presse. Hein. Il n'y a aucune officialisation sur le sujet. Maintenant, je te dis, si on doit en arriver là, je trouve ça un peu bon. Je trouve ça un peu dommage. Mais écoute, le sport automobile est fait de beaucoup de surprises et pas forcément toujours des bonnes. Exactement. Et en IMSA, en GTD, Corvette? En GTLM, pardon. Il y a que Corvette. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire autrement. Donc, bon, on n'est pas à l'abri hein, d'une victoire de WeatherTech, même si je pense que si tu as une victoire de WeatherTech, peut-être qu'il faudra compter aussi sur un problème justement des Corvettes parce que Cooper McNeil reste un bon pilote, mais c'est un peu plus compliqué que les équipages Corvettes. Ah bah oui, on a vu Kevin Estre était ce week-end. Il a déjà été un petit peu les taquiner, hein, c'est un petit peu frotté dans certains virages, donc voilà. Et c'est con que BMW ne font que les courses d'endurance. Malheureusement, ça coupe un peu le GT. Bah, on va voir ce que ça va donner à Petit Le Mans du coup avec le retour de BM. Et au GTD, donc on reste sur du format FAF Motorsport, on va dire. Je pense qu'il faut aussi souligner, parce que c'est pas le cas en Europe malheureusement, c'est que les Lexus fonctionnent bien au Japon, aux États-Unis, mais il n'y en a pas en Europe. Donc ça, c'est un peu le couac. C'est la même chose pour Acura d'ailleurs, hein, pour l'Acura NSX ou la Honda NSX, peu importe. Donc ça, c'est un peu dommage. Et écoute, bon, The Art of Racing est déjà champion en sprint avec la Aston Martin. On va voir ce que ça va donner maintenant avec Petit Le Mans. Et Petit Le Mans, en plus, c'est, moi perso, c'est un circuit que j'aime bien parce que l'endroit est vraiment magnifique et le circuit est, pour parler vulgairement, un peu couillu. C'est le premier circuit que personnellement j'ai vu aux États-Unis en 2006, 2007. Et non, c'est vraiment un circuit d'hommes et c'est un circuit où il se passe beaucoup de choses. Donc je pense que c'est ouvert hein, en GTD. Il va falloir aussi se méfier du dernier baroud d'honneur de la BM-M6 aussi, avec Turner Motorsport. Hein. Oui. Des fois que Bill Oberlen nous décrocherait une 150 millième victoire, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri non plus. Donc, non, ça annonce ouvert. Bon. En plus, le Petit Le Mans, tu vas avoir les LMP2 et les LMP3 qui vont être réunis. Ouais. Donc là, ça va faire aussi un beau peloton. Ça va faire un beau bordel, surtout. Exactement. En piste. Exactement. Bon, Laurent, merci pour ma partie, on va dire, assez au IMSA. Et maintenant, Jeff, je te passe le témoin pour l'actualité, d'ailleurs, GT World. Exactement, merci Alban. Bon après évidemment on se régale avec l'IMSA, franchement j'adore aussi l'IMSA et c'est très très sympa à suivre. Dès le début de janvier, les 24 heures de Daytona c'est en janvier si je me trompe pas. On avait vécu un super moment cette année avec sur le groupe notamment. Voilà. Alors Laurent, une petite partie SRO je dirais avec l'actualité. Donc maintenant Alban nous montre le lustre, il est magnifique. Ce lustre donc que nous montre Alban. Merci Alban. C'est pour ça. Allez, blague à part, Laurent, on enchaîne si on veut poser quelques questions du chat après. Donc, la finale du GT World Challenge Europe a eu lieu évidemment avec la dernière course d'endurance à Barcelone le week-end dernier.
je voulais juste aborder un sujet avec toi sur cette fin de compétition. 5 titres décrochés par le team WRT. Tu parlais tout à l'heure de LMS, Alban, et c'est évidemment la même équipe, donc qui est déjà championne aussi en P2 en ELMS. Titre overall pour les pilotes, pour le team. Titre team en Endurance Cup. Titre team et pilote en sprint. Arrête. C'est quand même... C'est tous les titres sauf le titre pilote en endurance. Exactement. Mais justement, je vais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Et c'est ma question justement, est-ce qu'on peut dire que finalement WRT a dominé la saison? Alors évidemment, j'ai mon avis, mais est-ce qu'on peut dire que WRT a tout écrasé? Est-ce qu'on peut le dire cette année en GT World Challenge combiné, sprint et Europe? Dominer, quand tu gagnes 6 titres sur 7, c'est forcément que au moins 6 titres, c'est forcément que tu domines quand même une partie de ton sujet. Tous les titres sauf le titre pilote en endurance. Mais maintenant, ça a surtout fait aussi là où ils ont joué, c'est la régularité, hein, pour reprendre le mot préféré de mon ami Thomas Basta. Qu'on salue. C'est forcément aussi la régularité qui a fait que maintenant WRT, ils sont là depuis le début du championnat en GT3. Ils ont un équipage quand même qui est très solide, qu'ils ont été obligés de remanier en endurance pour cause de clash avec le DTM lors des 2 derniers meetings endurance. Mais c'est solide. Maintenant, la concurrence a pas démérité et on a vu que c'est le juge de paix une fois encore a été Spa. Je veux dire, WRT fait 2e à Spa, ça fait quand même de gros points. Et nos amis comme le Dogger, Niklas Nielsen et Alessandro Pierguidi gagnent à Spa et forcément ça fait de gros points dans l'optique du championnat. Le regret, Laurent, c'est pas un regret, mais Orange One FFF Racing pour l'Endurance Cup. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. C'est peut-être l'équipe qui aurait, je dirais, mérité de par ses pôles déjà, même si la pôle c'est pas forcément super important en endurance, mais quand on voit les départs en endurance et en sprint, je vous invite à regarder les courses, c'est assez impressionnant. Il vaut mieux pas être au milieu du peloton. C'est pas un petit peu la déception, je dirais entre guillemets, de la saison, parce que c'est quand même une équipe qui a montré d'excellentes performances, je trouve, notamment en endurance, et qui aurait peut-être pu tirer un peu plus leur épingle du jeu, je pense, sur certaines courses, avec la malchance évidemment technique et mécanique et la stratégie peut-être. Alors moi je vais pas aller jusqu'à dire que c'est une déception. À Monza ils n'ont pas eu de cul. Pour eux. Le Paul Ricard, ils se sont fait mettre par terre en fin de course par l'équipage de la Porsche GPX avec une voiture, la Lamborghini, qui était un peu en baisse de rythme. Spa reste Spa. Donc pour Lamborghini, c'est toujours compliqué comme ça l'a été dans le passé pour Bentley, même si ça s'améliore quand même pour Lambo. Et le Nürburgring, on a vu qu'on n'avait personne d'autre, c'est-à-dire en tête du début à la fin. Et comme tu l'as dit, ils sont quand même souvent partis de la pole, ils sont même carrément avec 4 sur 5. Donc 4 sur 5, c'est quand même pas rien quand on connaît la compétitivité du championnat. Maintenant, ils font un gagnant. Tu as l'équipage AKSP aussi qui avait quand même un bon coup à jouer avec Lelo, Jules et Dani Juncadella à voir après Felipe Fraga. Là, ça l'a fait à Barcelone, mais tu vois, il y a eu le problème d'amortisseur à Spa, il y a eu d'autres couacs en cours de saison et qui a fait que les WRT, pour moi, on peut pas dire qu'ils ont dominé l'endurance, ce qui est pas vrai. Si tu regardes le résultat global, tout à fait. Ils n'ont pas dominé l'endurance. Par contre, ils ont toujours été là. Deuxième à Spa, deuxième ce week-end. Ouais, exactement. Ils étaient juste derrière et bien placés, malgré des difficultés. Parfois, Charles Wirtz, qu'on a reçu en live dernièrement, je sais pas, c'est il y a un mois à peu près, il nous avait bien détaillé tout ça. Et c'est vrai qu'il disait que voilà, ils n'étaient pas forcément dominateurs, que c'était beaucoup de travail pour eux et que c'était parfois même très très tendu pour l'équipe, que ce soit dans les 2 catégories, les 2 types de championnats, c'est clair. Voilà. Maintenant, quand tu vois ce que fait WRT pour ses débuts en LMP2, tu vois, je me souviens encore il y a quelques années où on entendait souvent des petites réflexions. On disait en disant que les équipes GT3 c'était un peu la 2e division par rapport aux équipes de pointe en prototype et tout. Je pense que ceux qui pensent ça déjà d'une connaissent rien au sport auto ou pas grand chose.
Il suffit de regarder ce que fait WRT. Si tu mets AKSP, ce sera la même chose. Si tu mets HRT, ce sera la même chose. Si tu mets Saint-Éloque, ce sera la même chose. Si tu mets Émile Frey, toutes ces équipes de pointe en GT, je pense que les gens qui suivent le GT World Challenge Europe de loin n'ont pas conscience de ce qu'il faut faire pour être devant, en fait. Alors, OK, il y a la BOP. OK, il y a les pneumatiques, avec des hauts, des bas, avec des pics de performance qui pourraient certainement être mieux que ce qu'on a. Mais bon, on aura des nouveaux pneus l'année prochaine, donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que les gens n'ont pas conscience du niveau. Alors, nous, on est bien placés avec Thomas parce qu'on fait toute la saison depuis des lustres, et du niveau qu'il y a dans le championnat au niveau des pilotes et au niveau des équipes. Il y a un tel niveau et il faut. C'est pas parce que tu es un pilote de renom que tu arrives dans le championnat et que tu vas mettre la misère à tout le monde. C'est ce que vous expliquez ce week-end pendant votre live, pendant la course. Exactement. Vous l'expliquez très bien, ça. Je vais pas citer de nom, mais tu as des pilotes, même des anciens vainqueurs des 24 heures du Mans, qui s'y sont essayés il y a quelques années, qui se sont fait doser. Pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'en GT3, si t'es pas dans la caisse du matin au soir, 3 jours par semaine, ben, tu pars avec un handicap, tu vois. C'est un peu le problème des pilotes qui font que un seul programme, par exemple. C'est pas forcément facile d'être dans le rythme si tu fais que l'endurance. Ça passe super vite, l'endurance. Bien sûr. Donc, si tu n'es pas dans la caisse et que tu fais pas le sprint, l'endurance, le GT Masters, un peu d'IMSA et tout, c'est compliqué. Exactement. Et il y a aussi des jeunes qu'on a vu s'exprimer de manière très positive cette année. Jared Aitken, certes, qui a été blessé, mais qui s'adapte très bien. Foucault aussi, chez Iron Lynx, qui est plutôt très Calo bon. Milot Calum Milot, voilà, j'allais oublié. Et je pense qu'il y en a d'autres, il y en a quelques autres. Hein. Tu prends Arthur Rougier aussi, qui à mon avis, il va falloir surveiller aussi, qui est très bon. Ouais, chez Émile Frey. Donc non. Et puis, on va faire un peu de cocorico, mais aussi bien en GT3 qu'en GT4. On a quand même pas mal de pilotes de talent. Et en GT4, alors c'est des pilotes qui viendront plus tard en GT3. Je pense qu'on a pas mal de jeunes pilotes en GT4 qui auront leur mot à jouer à l'avenir. Ça marche. Et pour moi, le pilote, alors je vais juste rajouter un truc, et pour moi, le pilote, tout le monde se souvient du dépassement de Alessandro Pierguidi à Spa, mais bon, ça c'est mon avis perso, mais pour moi, le pilote de l'année, c'est Côme. Oui. Et qui a une histoire qui est totalement. On vous racontera ça dans un article un jour, l'histoire de Côme Lodogar, c'est un parcours qui est totalement atypique. Un petit peu à la Barnicotte, si je puis dire, entre guillemets, sur le principe. Un petit peu à la Barnicotte. Barnicotte, pardon, du type. Why not, mais c'est surtout aussi par rapport à maintenant, par rapport à. Alors, je sais que ça le fait marrer quand je lui dis ça, mais moi, c'est un peu le Romain Dumas du 21e siècle, c'est-à-dire que ça touche à tout. Ça touche à tout. Tu l'appelles. Moi, je l'ai appelé le lendemain de la victoire aux 24 heures de Spa. Il était déjà en essai au Paul Ricard avec son team le lendemain. Le gars peut pas rester à rien faire, c'est pas possible. Donc c'est vraiment pour moi. Enfin après ça n'engage que moi, mais je pense que niveau pilote de l'année, je pense qu'il est pas mal. Alors après on peut en trouver d'autres des pilotes de l'année. Hein. Il y en a plusieurs, mais je pense que comme Lodegar, vu d'où il vient, c'est plutôt pas mal. Bortolotti, Marcello cette année ont très très bien fonctionné aussi. Ouais, Jules aussi a très bien roulé. Les pilotes pas de Panda aussi, Reukers pardon et Ezekiel Campank qui a fait une très très belle course à Spa aussi, je trouve, en silver. Ah, ouais, moi je trouve. Oui, j'ai bien dit, je précise. On est rendu en silver là, chef là. Oui, mais en silver, mais il faut les citer aussi, Laurent. On peut pas. Voilà. Alors, si tu veux parler, il faut pas les oublier. Là, je suis pas content. Ouais. Si tu veux parler en silver, on peut mettre devant Ricardo Feller, tout à fait. qui a été très bon. On peut mettre aussi Marvin Dienst chez Talksport WRT, qui a été excellent. Maintenant, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'ils sont silver, mais voilà. C'est un peu silver gold un peu. Ouais. Très bel article d'ailleurs à lire si vous êtes abonné d'Endurance Info sur comment on coule un bronze. Et je me suis marré quand je l'ai lu, je t'avoue. Voilà, je vous renvoie à cet bel article. J'ai failli le mettre en titre et je me suis dit, ah non, je vais pas oser quand même. Non. Comment couler un bronze?
comment couler un Brose et le transformer en Silver. C'est ça ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vous invite à vous abonner au site Endurance Info et puis vous aurez des contenus exclusifs comme ça. Donc n'hésitez pas, et en tout cas c'est très intéressant. Voilà, je vais même le relire parce que voilà, c'est un petit peu, c'est très technique. En tout cas, voilà, merci pour cette partie TT World Challenge. On va avancer un petit peu. Une question, allez, je vous ai branché un petit peu en off pendant le live de la course de Barcelone, Endurance Cup. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir un petit peu rebondi sur cette question. Des équipes de GT4, comme par exemple United Autosport, hein, qu'on retrouve dans les championnats ACO également, sont presque logiquement voués à monter en GT3 pour aller aussi au Mans plus tard. Est-ce qu'on est susceptible de voir d'autres équipes monter en GT3, je dirais, si on peut dire ça, comme au foot, monter en GT3 prochainement, l'année prochaine, ou même dans un avenir assez proche, vu qu'il y a le Mans qui se profile, vu que le GT3 prend une proportion quand même très importante, et ce sont des beaux championnats, qui sont suivis sur nos groupes, hein, on le sent qu'il y a un engouement qui derrière ces catégories-là, avec le TTM bien sûr, et le GT Masters par exemple. Est-ce qu'il y a des équipes comme ça françaises qui sont intéressées, ou d'autres étrangères, par passer du GT4 au GT3, Laurent? Bah, écoute, si tu fais le tour des équipes GT4, elles vont toutes te dire qu'elles veulent passer en GT3. Maintenant, entre le dire et le faire, tu vois, il y a quand même il y a un step financier aussi à gérer. Mais oui, tu auras de nouvelles équipes GT3 l'année prochaine, au moins 3. 3. Dans les différents championnats. Ouais, d'accord. Ok. Ah, il veut pas le dire. Réponse, Je rigole. Réponse bientôt. Réponse sous peu. On est d'accord. On partagera sur le groupe et il y a de belles surprises. Tu écrivais dans un article sur ton site, la Ham Cup passe en Gold Cup. C'est suite à la conférence de presse de Stéphane Rattel qui a eu lieu dimanche dernier en direct du paddock de Barcelone. Est-ce que tu peux donner des éclaircissements là-dessus parce que tu parlais de bronze tout à l'heure, de silver en rigolant, mais Ham Cup sera remplacé par la Gold Cup. Tu peux nous éclairer là-dessus, Laurent? Bah, il faudra la Gold Cup, tu vas mettre. Alors, c'est pas pour concurrencer le Pro Am, mais c'est pour essayer de mettre des Ham avec deux pilotes Ham avec un pilote semi-pro pour un peu le coacher et tout, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pilotes AM qui roulent entre eux. Les pilotes AM ont été un peu pas mis de côté, mais le niveau est rendu tellement haut que les AM veulent plus, ils trouvent plus forcément leur place dans le championnat. Donc, c'est aussi pour ça que Stéphane Rattel a créé la GT2 européenne, enfin la catégorie GT2. Mais là, l'idée étant de remettre, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de comment ça va se faire, mais l'idée étant de mettre la Gold Cup, l'idée est de mettre un pilote, on va dire, plus expérimenté avec deux vrais amateurs. Et là, on dépasse un peu le Pro-Am. Tu vas te retrouver avec du Pro, du Silver, du Pro-Am avec un Pro et un Am, et de la Gold Cup avec un Pro et deux Am, par exemple, en fonction de ce qui va se passer. Ouais. J'imagine que si cette décision elle est prise, alors ça compte l'année prochaine, 2022, si j'ai bien compris. Ouais. Ça va relancer un petit peu le Ham qu'on n'a pas vu cette année. Donc, je rappelle que Stéphane Tribodini, notamment avec CMR, a été champion l'année dernière en Endurance Cup. Voilà. Et cette année, il n'y en avait pas. On avait 3 équipes l'année dernière en Endurance Cup de mémoire. Je crois que c'est 3 équipes. Mais là, non. Là, je te dis, ça n'intéresse plus vraiment les. Enfin, c'est pas que ça intéresse plus les pilotes, mais c'est une histoire de tout ce que je te disais. C'est une histoire de niveau. Ouais. Le niveau est devenu trop relevé, trop professionnel. Et c'est aussi pour ça que tu n'as plus d'équipage AM aussi en sprint alors que tu en avais il y a quelques années. Parce que sur des courses d'une heure, tout ce que tu vas faire, c'est prendre des coups de portière. Exactement. Ok. Voilà. Alors, on va parler d'un championnat qui, pour conclure sur la partie SRO, avant de passer aux quelques questions du chat. Laurent, c'était la première saison du GT2 European Series. Donc avec environ 15 voitures, donc il y avait Pro Am et Am. Donc c'est le High Class Racing qui est champion avec l'Audi R8 GT2, et puis nos amis du Sportec Racing qui nous ont accueillis au Paul Ricard, on les remercie encore, qui ont été champions en Am. Stéphane Rattel disait voilà, je lance la saison cette année. Est-ce que ça a été un succès? Je sais pas, j'ai pas lu ce qu'il a pensé là-dessus, là, on va pas forcément dire le contraire. Mais moi j'ai regardé les courses, pas toutes, mais j'en ai vu quelques-unes. Et il disait aussi, Laurent, et je vais avoir ton avis là-dessus, que c'était l'avenir du GT, avec des guillemets bien sûr, puisque le GT3 va s'intégrer à la CO. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Et est-ce que le GT2 va se démocratiser? C'est ça ma question, Laurent, après cette première saison.
Quand tu poses la question à Stéphane Rattel, c'est un peu, lui, il te dit, le GT2, pour moi, c'est ma police d'assurance. C'est-à-dire que si le GT3 devait devenir beaucoup trop élitiste, c'est-à-dire que si ça devient, c'est pas prévu pour l'instant, mais on sait jamais, si ça devient du GT3+, avec, tu vois, une nouvelle aéro, pas d'ABS, changer quelque chose sur la voiture, mettre des pneus, ce qu'on appelle des pneus confidentiels, c'est-à-dire des pneus qui appartiennent aux manufacturiers de pneus et pas des pneus comme on a en ce moment avec de la compétition client. Lui dit, je vois pas trop d'avenir dans le GT3 et on va casser le jouet. Il faut quand même rappeler que la catégorie GT3 n'est pas une catégorie SRO. La catégorie GT3 a été inventée par Stéphane Rattel, mais sous l'égide de la FIA. Et la catégorie GT3 appartient à la FIA, ce qui n'est pas le cas du GT2 qui appartient à SRO, et ce qui n'est pas le cas du GT4 qui appartient à SRO. C'est-à-dire que si tu as un championnat et que tu veux des GT4, tu veux qu'elle s'appelle GT4, il faut que tu payes une licence à la CO, comme si tu veux des LMP3 avec la CO. Bon. Donc le GT2 est un pur produit SRO. C'était quoi l'idée du GT2? C'était d'avoir des voitures qui vont très vite en ligne droite et qui sont, je ne vais pas te dire posées, mais qui sont beaucoup plus faciles à piloter dans les virages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aéro. Bon, Audi a de suite dit oui avec l'Audi R8 LMS en version GT2. Porsche a fait la même chose avec la 911, la GT2 Club Sport. KTM via Hans Reiter a fait la même chose avec la KTM X-Bow. Tu as Lamborghini, mais pour l'instant, qui vient avec une Huracan Super Trofeo avec une balance de performance pour qu'elle puisse rouler comme la Ferrari 488 Challenge. Et, je crois que tu étais au Paul Ricard, on a eu la Brabham BT63. Exactement. On a pu voir de près et entendu. Qui là a, pour moi, à mon avis, révolutionné le truc. Oui, c'est ça. Le look de la voiture, le bruit. Le bruit, c'est terrible. Et waouh, ça franchement. La chouchou du meeting. Franchement, c'est exceptionnel. J'ai pas mal échangé avec David Brabham sur le sujet, qui lui est confiant pour en voir quand même plusieurs BT63 l'année prochaine. Et entre nous, je pense que iClass Racing va faire rouler une Brabham BT63 GT2 l'année prochaine, au moins une, voire deux. Oui. C'est aussi un secret de Polichinelle que Mercedes va annoncer une voiture pour rouler en GT2 aussi, alors qui sera basée sur la MG de route, la MG GT. Et après, pourquoi pas d'autres voitures. Au début, moi perso, j'étais un peu sceptique sur le nombre de voitures et sur l'intérêt. Et au final, je me dis, bah écoute, les vrais gentleman drivers vont y trouver leur compte. Ouais. C'est sympa, ça va vite en ligne droite. C'est un peu plus compétition que ce qu'on a vu le week-end dernier à Barcelone avec le GT Sports Club, avec ce qu'on appelle les GT1. Qui sont plus des ultra-cars que des GT1, où là, c'est plus de l'exhibition pour l'instant, malheureusement. Ça a été de la course, quand tu vois les Lamborghini SCV12 là, qui étaient à Barcelone, là, qui te brûlent les tympans à chaque passage. Ah putain, c'est un truc de fou. Mais le GT2, non, le GT2, il manque pas grand-chose pour que ça parte vraiment. Mais ça va le faire. Après, ce qu'on peut, c'est pas un reproche, hein, on est bien d'accord. Ce qu'on peut, voilà, ce qui nous a manqué, comme j'ai vu les courses, c'est, voilà, ils sont 15, 16, c'est pas beaucoup. On est habitué, nous, à voir les championnats SRO GT3 avec 44 voitures en GT4, 45. C'est ça qui manque, mais ça va venir. C'est ça. Mais moi, je me souviens. Et le bruit, ceux qui aiment le bruit, qui se plaignent que les voitures font de moins en moins de bruit, et je te passe la parole après, Laurent, ça fait du bruit, et je vous garantis que c'est sympa. Et ça rappelle un peu les courses d'avant. Même alerte F1, mais la Brabham, quand elle prend la ligne droite des stands de Paul Ricard, Laurent, je sais pas si tu l'as entendu, j'ai cru que c'était une F1 qui arrivait au départ. Non, mais ça fait un je suis sérieux quand je dis ça. Et maintenant, pour rebondir sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures, oui, il n'y a pas eu beaucoup de voitures. Maintenant, je me souviens du début de la catégorie GT4 en 2007, un an après le lancement du GT3. Il y avait 12 voitures avec une Ford Mustang, avec une BM M3 GT4 et tout le monde disait non mais ça marchera jamais, il n'y a pas de voiture, il vaut mieux arrêter tout de suite. Et finalement, ça a marché. Et maintenant, on voit le succès mondial du GT4. Donc le GT2 peut aussi fonctionner. Alors évidemment, ce qui fait un peu bizarre aussi, c'est que ça s'appelle GT2 parce que c'est plus lent qu'une GT3, plus rapide qu'une GT4 et ça s'appelle GT2. Mais tout est une histoire de nom. GT4 ça existe déjà, GT3 aussi et GT2 n'était pas déposé. Voilà, il fallait le prendre. Voilà. Donc ça dans le désordre, c'est pas grave.
Ouais, Ouais. exactement. Ça marche. Bah, merci Laurent en tout cas pour ces éclaircissements sur cette catégorie qui ne demande qu'à grandir. Et c'était bien agréable. Je vous invite à aller les voir enfin, les paddocks. Les tribunes sont ouvertes, hein, pardon. On peut aller voir ces courses-là très rapidement dès l'année prochaine avec 6 courses. Il y aura 6 courses au lieu de 5 cette année. Donc voilà, ça va être sympa à suivre. En tout cas, on va vous faire partager ça sur le groupe. Et je pense que toi aussi, tu le feras sûrement sur ton site internet Endurance Info. Voilà. On pose 2-3 questions, comment ça s'appelle Alban, du chat. J'en ai sélectionné quelques-unes. Oui, vas-y. Allez, 2 ou 3 pour finir. Il nous reste à peu près 5 petites minutes. Étienne DRS, quel joli nom. Qu'en est-il de Velox? Donc en LMH, il revient à notre discussion du départ. Qu'en est-il de Velox? C'est comme ça qu'on prononce. En LMH pour 2024-2025, est-ce qu'il y aura aussi d'autres constructeurs indépendants pour le LMH, version thermique, et aussi parmi les consortiums qui possèdent plusieurs constructeurs? Voilà. C'est un peu long comme question, mais Bah, je voulais la poser. Merci Étienne. Je sais que Velox, qui est un team qu'on a vu dans le passé avec Audi, en proto avec le team de Sam Lee, est intéressé pour venir en hypercar. Maintenant, bon, c'est toujours pareil. Entre être intéressé et venir, il y a un pas. Après, James Glickenhaus a prouvé que ça pouvait fonctionner. Donc, je pense que ça va donner l'envie à d'autres. Maintenant, on va voir si ça peut marcher. Mais c'est sûr que on peut avoir plusieurs constructeurs d'un même groupe qui s'engagent parce que il y a des voitures à vendre. Et c'est pas un développement de A à Z. Là, enfin, sauf si c'est du LMH. Mais si c'est du LMDH, tu pars d'un des quatre chassis qui est retenu. Et ce que je disais tout à l'heure, tu greffes une carrosserie, un moteur. Bon, faut avoir un moteur qui corresponde quand même. Et en avant. Et tu peux t'engager, vendre des voitures, rouler aux États-Unis, rouler en WEC. Maintenant, la question qu'il va plutôt falloir se poser, c'est comment va être l'avenir du LMP2. On sait que ça partagera la colonne commune avec le LMDH. Mais est-ce que ce sera du LMP2 comme on le connaît maintenant? Est-ce que ce sera du LMDH mais sans le système hybride, par exemple? Pourquoi pas? Ça, je suis bien incapable de donner la réponse. Ouais, c'était la question de Tariq Saadedine, de Laurent Maillet, pardon. On a répondu à la question de Tariq tout à l'heure. Plus beaucoup de LMP2 sur la grille. Est-ce qu'il y a ce sentiment dans ce qu'on lit, pas sur les sites, hein, mais des fans, on va dire, de ceux qui s'intéressent à ces sports auto, qu'il y aura que le MP2 pourrait être sacrifié? Alors, excuse-moi de te le dire un peu de manière brute, mais voilà, c'est un peu le sentiment qu'on a sur les groupes Alban quand on lit les commentaires. Ça nous revient souvent. C'est plus ça que je veux dire. Le truc, c'est que les équipes qui sont présentes en LMP2 veulent forcément, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart, passer à l'échelon supérieur pour pouvoir gagner au général. Ce qui n'était absolument pas possible, on peut même carrément dire impossible avec le LMP1, le devient avec la catégorie hypercar. Ça risque d'être, je vais pas dire plus facile, mais un peu quand même plus facile de trouver un budget pour essayer de se battre pour la victoire au Mans et en WEC avec un prototype LMDH qu'avec une LMP1 dans le passé. Donc forcément, alors il y a un delta financier entre une LMP2 et une LMDH, faut pas se leurrer. Mais la finalité n'est pas la même. Soit tu gagnes ta catégorie, c'est-à-dire la catégorie LMP2, soit tu achètes une LMDH et tu peux te battre au général, sous réserve que tu aies l'équipage en plus qui corresponde à ce que tu veux. Donc oui, maintenant de là à dire que le LMP2 va disparaître, franchement je pense pas, parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'aller en LMDH. Tout à fait. D'ailleurs, à ce jour, on ne sait toujours pas, on le sait officieusement, mais on ne sait pas officiellement combien coûte une LMDH. D'accord. Il y a une question de réhomologation de la LMP2 derrière qui va arriver aussi. Oui, d'où ce qu'on appelle la spine, donc tu as la colonne vertébrale de LMDH et LMP2 qui seront communes avec les quatre constructeurs, avec Ligier, avec Multimatic, avec Oreca et avec Dallara. Exact. Il y a une autre question plutôt SRO, ce coup-ci, GT World Challenge. Je la traduis un peu cette question. Alors j'ai perdu qui l'a posée, c'est pas grave. Ça va être Alan, je crois, ou Christophe. C'est Christophe Proto.
Pourtant, GT World Challenge, cette année, sprint et endurance, quelle action en course t'as le plus fait plaisir? On va dire ça comme ça, pour pas dire autre chose. Moi, Sprint et endurance? c'est le dépassement d'un Italien sur le Belge, mais Ah oui, il y en a d'autres, on est oui, d'accord. c'est ce que tout le monde retient, tout le monde retient forcément. C'était le dépassement du final à Spa sous la pluie entre Dries Vanthoor et Alessandro Pierguidi. Ouais. Oui, je pense que c'est ce que tout le monde va retenir, comme tout le monde se souvient l'année d'avant du dernier tour de Nick Tandy avec sa Porsche qui faisait un bruit. En 2020 avec la boîte qui casse. Bon, voilà. Tu vois, donc c'est ce que les gens en fait se souviennent et vont se souvenir, ça va être ça. Ça va être ce dépassement-là qui était plutôt improbable. Alors Charles Weir justement dit, alors c'est pas lui qui est au volant, hein, c'est Dries Vanthoor qui est au volant si je me trompe pas. Charles Weir dit oui dans le mail, dans le live du 9 septembre, on a retrouvé la date. Charles me dit en direct, ouais, enfin bon, Pierguidi il a quand même pris des risques en nous disant un petit peu, il aurait pu nous mettre dehors parce qu'il pleuvait fort. Dans le virage, il faut y aller à cet endroit-là par l'extérieur. Et puis finalement, je dis à Charles, mais à sa place, t'aurais fait quoi? Il me dit pareil. Je dis ben voilà. Tu vois, des fois, voilà, c'est cette petite anecdote, je trouvais ça sympa, un peu de jeunesse. C'est ça, voilà. C'est ça un peu les pilotes, c'est que à un moment tu te dis merde, c'est la plus grande course du monde, il reste la fin, je suis plutôt pas mal, je tente, pas le tout pour le tout, mais je tente. Et je pense qu'il faut aussi quand même souligner la sportivité de Dries Vanthoor sur le coup. Tout à fait. Qui a pas fait comment on pourrait dire le chien galeux sur l'affaire en fait. Oui, parce que Pierguidi aurait eu certainement un petit souci d'adhérence. Non, mais s'il avait un peu été à droite. Dries a été très sport en piste. Tout à fait. Oui, Alban. Il y a des courses, il y a les points au championnat. Hein. Vaut mieux savoir perdre et gagner des points. Hein. La régularité. Eh oui. Cher à Thomas Bastin. Exactement. Et aux équipes. Voilà. Eh ben, merci en tout cas pour toutes ces petites questions. Il y en a eu plein et il y en a beaucoup auxquelles vous avez répondu, ou tu as répondu notamment, Laurent, pendant l'émission finalement, en déroulant un petit peu les sujets. Donc voilà, c'était le premier Endurance Talk de la saison, on va dire ça comme ça, même si la saison se termine. Donc on se retrouvera, comme on a dit, tous les deuxièmes mercredis du mois. Évidemment, on vous donnera les dates et les sujets avant. On s'est régalé comme d'habitude. Merci à tous ceux qui ont partagé aussi. Et puis je te laisse la parole, Alban, si tu voulais dire quelque chose. Et puis la tradition veut que Laurent conclue ce live. Voilà, avec une belle course qui arrive ce week-end, les 8 heures d'Indianapolis en intercontinental GT Challenge. Voilà, on vous partagera tout ça pour cette belle course qui va se dérouler aux États-Unis. Voilà. Eh ben impeccable. Moi, je vous remercie tous les deux de nous avoir accompagnés sur cette soirée. Merci à Woody pour la technique. Et puis, voilà, hein, on va essayer de le reconclure tranquillement. Exactement. Eh ben, merci de m'avoir invité. Hein. C'est plutôt bien qu'il y ait on va dire une petite discussion autour de l'endurance une fois par mois. Ça peut être, je pense que c'est un rendez-vous sympa. On va essayer de vous faire part un petit peu je sais pas, des petites, on va pas dire des potins, mais on va essayer quand même de réserver quand même quelques petites infos et tout. Et bon, voilà, l'endurance vit une belle époque et va certainement en vivre encore une plus belle dans les années à venir. Donc, ça nous laisse présager d'un avenir assez positif. Ouais, une certaine renaissance, quelque part. Exactement. Donc, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Et j'essaierai, dans mesure du possible, d'être là tous les deuxièmes mercredis du mois pour vous accompagner. D'accord, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup Laurent. N'hésitez pas à aller voir son site, donc Endurance Info, et puis à suivre évidemment nos publications sur Endurance Live. Voilà, merci Laurent, merci Alban, et à très très vite, notamment à ce week-end. Ciao, ciao. Bonsoir les amis. Ciao. Ciao.